De mémoire d'homme, nous avons toujours levé nos regards vers le ciel, émerveillés par ces milliards de petits points lumineux. Peuplés d'autres mondes, c'était autrefois le domaine réservé des poètes et des rêveurs. Mais avec les progrès de la technologie, ce rêve semble désormais à portée de main. Des milliardaires prévoient déjà de coloniser des planètes lointaines. Notre système solaire n'est qu'une première étape dans la conquête de la galaxie. Aussi inconcevable que cela puisse paraître, des scientifiques réfléchissent à des expéditions vers d'autres systèmes solaires. L'être humain serait sur le point de devenir une espèce interstellaire. La Terre est-elle devenue si petite que nous devions chercher un avenir dans les étoiles ? Nous allons découvrir les tout premiers projets de conquête spatiale. Leur objectif ? Trouver une nouvelle Terre dans l'univers. Certains de ces projets semblent tout droit sortis d'un roman de science-fiction. Et pourtant, ils existent bel et bien. Les idées les plus audacieuses naissent parfois aux confins du monde. Première étape, l'Idaho, terre d'élection des prophètes de l'effondrement américain. C'est ici que vit le plus ardent défenseur de la colonisation spatiale. Le futurologue Marshall Savage sait déjà comment l'humanité quittera la Terre. Coloniser la galaxie en 8 étapes simples. C'est le titre de son livre. La migration spatiale, c'est un besoin instinctif de notre espèce, comme les saumons qui remontent les rivières. C'est quelque chose qui arrivera tôt ou tard. Et des gens comme Jeff Bezos et Elon Musk travaillent déjà en ce sens. Ils incarnent ce désir humain de conquête des étoiles. Si notre espèce survit, elle partira. Et si on ne part pas, il est probable qu'on ne survivra pas. J'ai passé toute ma vie dans l'Ouest américain. Il y a toujours eu des feux de forêt, mais jamais aussi dévastateurs. Aujourd'hui, les incendies ravagent des villes entières. Alors, on se demande ce que sera l'année prochaine et l'année d'après. Marshall Savage est convaincu que le climat arrive à un point de rupture. Et que la catastrophe est à nos portes. Le changement climatique est déjà trop avancé pour qu'on puisse enrayer le phénomène. Marshall Savage craint que notre planète ne soit bientôt plus habitable. Je ne peux pas vous dire quand ça va arriver,
Mais il faut qu'on parte dès qu'on sera en mesure de le faire. Le futurologue n'est pas le seul à s'impatienter. La conquête de l'espace semble devoir aller toujours plus vite, toujours plus loin. Elle prend des allures de compétition testostéronée entre milliardaires de la tech. Ils se posent en sauveurs de l'humanité et accélèrent la colonisation de l'espace. What is your vision for the future of space exploration? What we want to see is millions of people living and working in space. Space is an adventure. It has limitless resources that, we're finding that the Earth is a very finite place. And we humans need to go into space if we're going to continue to evolve our civilization. Nous devons stimuler l'innovation pour que la vie devienne multiplanétaire. Il est très important de préserver la vie telle que nous la connaissons, pour que la conscience ne disparaisse pas. Ces vaisseaux spatiaux ne sont pas destinés à transporter quelques astronautes vers des planètes lointaines. Elon Musk et les autres imaginent des centaines de milliers de colons peuplant de gigantesques villes extraterrestres. Que faut-il s'attendre à trouver dans l'obscurité déserte de l'univers? À Creed, dans le Colorado, un homme va pouvoir nous éclairer. Mike Fall est resté une année entière dans l'espace. Il sait que pour s'installer très loin de notre planète, il faut du cran et de la détermination. Il existe des gens comme moi, des femmes et des hommes, qui sont tout aussi motivés et opiniâtres que moi. Ils seront capables de supporter les difficultés, la mort, la maladie, tous les défis qui sont ceux de l'exploration spatiale et de la colonisation d'autres mondes. Ce ne sera pas l'ensemble de l'humanité, mais une toute petite fraction seulement. Donc, si on se soucie de l'espèce humaine, et je ne suis pas sûr qu'un tel degré d'orgueil soit justifié, mais enfin, si on veut que les humains n'en restent pas à leurs 2 millions d'années d'existence, si on veut qu'ils survivent, et pas seulement 100 ou même 1000 ans de plus, ce sera dans l'espace. C'est le seul moyen de survivre à l'astéroïde qui frappera un jour la planète, ou aux catastrophes écologiques qui vont se produire. Mais ce ne sera pas l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Elle va continuer à évoluer loin de la Terre. Mike Fall a commandé la Station spatiale internationale qui est pour l'instant ce qui ressemble le plus à une colonie humaine dans l'univers. La Station spatiale internationale est l'une des plus grandes réussites de l'humanité. Pour moi, c'est l'équivalent des pyramides, l'une des plus grandes merveilles du monde. Et cette contribution à la postérité de l'humanité marque le début de la colonisation spatiale. Cet avant-poste de la conquête spatiale nous a déjà beaucoup appris sur la vie loin de notre planète. Pour en savoir davantage, direction l'Agence spatiale européenne. L'astronaute Nicole Kaplan est membre de l'équipe qui surveille la Station spatiale internationale depuis la Terre.
Bienvenue dans le module Columbus. C'est la réplique exacte, à taille réelle, du laboratoire européen que nous avons à bord de la Station spatiale internationale. La raison d'être de cette réplique, c'est de permettre aux astronautes de s'entraîner avant de partir pour l'espace. Ici, ils vont pouvoir se familiariser avec tous les équipements de la station et s'entraîner sur les différents types d'expériences qu'on mène en orbite. Ici, nous avons toute une série d'expériences scientifiques. Elles vont de la recherche sur l'être humain aux médicaments. Et nous avons aussi des expériences de physique et de biologie. L'ISS est habité en permanence depuis plus de 20 ans. Les astronautes y étudient, par exemple, comment on peut cultiver des légumes au cours de missions de longue durée. Tout ce que nous faisons est méticuleusement planifié, dans les moindres détails. Quand on envoie quelque chose dans l'espace, par exemple, on met des petites flèches comme celle-ci. Elles indiquent dans quel sens le contenant doit se trouver au lancement pour éviter que les échantillons soient détruits. Dans l'espace, il n'y a pas de place pour l'erreur. C'est pour cette raison que nos équipages suivent un entraînement très poussé. Un astronaute est aussi un scientifique et un ingénieur. Les processus mis en place sur l'ISS sont le fruit de nombreuses expériences. Si nous voulons un jour nous arracher à l'orbite terrestre, il faut être paré à affronter le danger. Car une fois là-haut, impossible de faire marche arrière. En cas d'avarie, il n'y a pas de canot de sauvetage pour revenir sur Terre. Nous retrouvons l'homme qui connaît les dangers des missions de longue durée dans l'espace, l'astronaute Mike Fall. Là-haut, il a tout vécu. Chute brutale d'oxygène, panne de courant et incendie à bord. Il a même vu l'un des pires accidents de l'histoire de la navigation spatiale. Il ne se fait aucune illusion sur ce qui nous attend dans les lointains espaces galactiques. L'espace est un environnement très dur. C'est un grand vide où les températures vont en moyenne de moins de 100 degrés environ à 200 degrés. L'amplitude est énorme. En plus, bien sûr, il n'y a pas d'air. Si on s'approche d'une fenêtre qui n'a pas de protection contre les ultraviolets, on est brûlé par le soleil en 30 secondes. Et parfois, on regarde l'extérieur du vaisseau spatial et on voit des trous dans les panneaux solaires. C'est un caillou qui est passé à travers. Dans le vaisseau spatial, on vit sur le fil du rasoir. Si ça tourne mal, le système de survie doit parfaitement fonctionner. Il faut que l'oxygène soit produit, que le dioxyde de carbone soit éliminé, que l'eau arrive et qu'il y ait de la nourriture. C'est ce qui est compliqué dans l'espace. Quand on se représente l'immensité de l'univers, on se rend compte de notre insignifiance. On est un grain de poussière. C'est une sorte de révélation cosmique. Ça change radicalement notre conception des choses. Et c'est exaltant. J'ai commencé par exposer les mauvais côtés de l'espace, et c'est vrai que c'est difficile. Mais ensuite, on surmonte tout ça et on apprécie les bons côtés. Il y aura toujours des personnes comme Mike Fall qui seront attirées par l'inconnu, quel que soit le danger. L'esprit pionnier de l'humanité la pousse vers l'espace. À quoi pourrait ressembler concrètement une colonie spatiale ? Pour le savoir,
nous nous rendons dans le Maktesh Ramon, à environ 150 km au sud de Jérusalem. D'un point de vue géologique, cet immense cirque ressemble davantage à la planète Mars que tout autre lieu sur Terre. C'est pour cette raison qu'un précieux chargement est acheminé dans cette région isolée. Regardez-moi ça. Bienvenue dans le désert. Bienvenue sur Mars. Ça, c'est le casque d'un prototype de combinaison spatiale baptisé Aouda X. On travaille depuis plus de 10 ans sur cet équipement. Il permet de tester toutes les limites d'une combinaison spatiale. C'est l'un des derniers éléments. Ça veut dire qu'on est pratiquement paré. L'astrophysicien Gernot Grömer est le directeur du Forum spatial autrichien. Avec son équipe, il simule les conditions de vie dans une colonie martienne. L'aventure regroupe 200 scientifiques issus de 25 pays. La NASA et l'ESA sont également partenaires de l'expérience. Ici, on teste tout ce qu'implique une mission sur Mars. Combinaison spatiale, expérience biologique, interaction entre humains et robots. Ce rover doit explorer le terrain en vue de futurs vols vers la planète rouge. Aujourd'hui, on teste les combinaisons spatiales dernier cri équipées de capteurs de biofeedback. Notre mission, c'est de faire le travail de fond. On apprend à vivre sur Mars, à y travailler et y mener des recherches. On peut dire que ce sont les premiers pas de ce qui sera le plus incroyable voyage de la civilisation humaine. 380 millions de kilomètres. Aucun humain ne s'est jamais aventuré aussi loin. Après 30 000 générations d'Homo sapiens, nous sommes les premiers de notre espèce à disposer des moyens technologiques pour faire ce voyage. Je crois que nous sommes une espèce migratoire. Il y aura des villes sur Mars, c'est certain. Ce n'est qu'une question de temps. Et ce sera une façon de dire à tout l'univers, on est là. Voilà à quoi pourrait ressembler notre avenir de colons de l'espace. Mais quels sont les défis qui nous attendent sur ce chemin ? Nous rendons visite à quelqu'un qui connaît mieux que personne la réalité de l'environnement martien. Doug Hoffman travaille à la NASA, au Jet Propulsion Laboratory, le laboratoire qui a envoyé plusieurs rovers sur la planète rouge. Il sait tout des conditions qui règnent dans ce monde inconnu. On a plusieurs atterrisseurs et rovers à la surface de Mars et franchement, pour l'être humain, c'est un environnement assez inhospitalier.
Pour commencer, il fait froid. En plus, il n'y a pratiquement pas d'atmosphère, ce qui aggrave le froid. Et bien sûr, du fait de ces conditions extrêmement rudes, il n'y a aucun être vivant à la surface de la planète. Sur Mars, on a aussi des tempêtes planétaires, et la poussière nous pose des tas de problèmes. On a perdu un rover parce que ses panneaux solaires étaient complètement obstrués après le passage d'une tempête de poussière. Donc ce n'est pas très accueillant. Et avant même d'y parvenir, il faut entreprendre un voyage très risqué. Les astronautes évoluent en dehors du champ magnétique et de l'atmosphère terrestre qui nous protège du rayonnement. Les éruptions solaires émettent des particules radioactives dans l'espace, un danger bien réel pour l'équipage d'une mission vers Mars. Une tempête solaire peut générer une énorme quantité de radiation. Et dans l'espace, rien ne nous protège contre ces particules. Si un tel épisode survient au cours d'un voyage vers Mars, il peut mettre l'équipage en danger de mort. De plus, les astronautes sont sans cesse bombardés par le rayonnement cosmique. Ce sont des particules de très haute énergie. Donc il faut un matériau très épais entre l'astronaute et l'environnement extérieur. C'est là que le cinéma et la culture populaire sont toujours dans l'erreur. On voit les astronautes assis devant les vitres dans leur voyage vers Mars ou dans l'espace. En fait, le rayonnement cosmique galactique traverse les vitres sans rien qui l'arrête. Pour protéger l'équipage, il faut une sorte de mur épais de 10 mètres minimum, composé d'eau ou d'hydrogène liquide. Je compare toujours ce dispositif à un aquarium. C'est comme si on mettait le vaisseau spatial dans un grand bocal et on est le poisson rouge qui nage dedans. Une fois arrivés sur Mars, le problème reste entier. Le rayonnement cosmique y est 10 fois plus important que sur Terre, et les tempêtes solaires nous seraient fatales. On en vient à douter que Mars soit une destination raisonnable. Nous voici à Hawaï, au pied du volcan Mauna Kea. L'air cristallin de cette région en fait un lieu idéal pour l'implantation d'observatoires astronomiques. On y trouve les télescopes les plus perfectionnés du monde. Nous rencontrons Lucian Walkowicz. Cet astronome réputé a fait partie du comité scientifique de l'observatoire Gemini, ici sur le Mauna Kea. Même la pire journée sur Terre serait 1 million de fois préférable à la meilleure des journées sur Mars. La planète rouge ressemble au désert de notre planète. Donc, on se la représente souvent comme ça par analogie. On considère nos déserts comme inhospitaliers, mais en réalité, ils abritent énormément de vie. Sur Mars, à notre connaissance, ce n'est pas le cas. L'atmosphère est très ténue et extrêmement sèche. Donc Mars ne retient pas du tout la chaleur comme le fait l'atmosphère terrestre, chose qui nous permet de nous déplacer en tout confort à la surface de notre planète. De plus, l'atmosphère de Mars est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone. Il n'y a pas d'oxygène pour nous permettre de respirer. Certains ont imaginé créer sur Mars une atmosphère semblable à celle de la Terre, en faisant fondre de la glace à l'aide de bombes atomiques. Des nuages moutonneux se formeraient alors dans le ciel de Mars. Lucian n'est pas convaincu. Beaucoup de gens ont cette idée qui vient de la science-fiction, qu'on pourrait transformer Mars pour en faire une planète qui ressemblerait à la Terre. Alors bien sûr, c'est une idée très plaisante dans le domaine de la science-fiction. Mais d'un point de vue scientifique et sur le plan technique, c'est complètement grotesque.
À supposer qu'on puisse un tant soit peu modifier la composition chimique de l'atmosphère martienne, on aurait toujours cet environnement extrêmement sec. On ne peut pas remplir les anciens océans de Mars comme on remplit une piscine. L'eau s'évaporerait immédiatement dans l'espace. Mars sera toujours bombardé par les radiations cosmiques, couverte d'une poussière toxique et dépourvue d'oxygène. Le quotidien sur Mars aurait de quoi refroidir le plus enthousiaste des colons. Sa vie se résumerait à rester terré dans un bunker pour se protéger du rayonnement et à boire de l'urine recyclée. Les villes martiennes resteront sans doute du domaine de l'imaginaire. Mais la planète rouge pourrait faire office d'avant-poste dans la conquête spatiale. Pour certains, il est possible de coloniser Mars. Mais si on nous proposait un voyage là-bas, il vaudrait mieux prendre ses jambes à son cou. L'anthropologue spatial Taylor Genovese nous a donné rendez-vous dans un hangar à missiles abandonné. C'est l'endroit le plus déprimant qu'il a pu trouver. Pour comprendre vraiment la vie sur une autre planète, la meilleure analogie est sans doute de s'imaginer vivre enfermé dans un centre de distribution d'Amazon. On ne sait pas vraiment où on se trouve. On est à l'intérieur d'une usine et la vie ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Il n'y a pas cette sorte d'euphorie d'être sur une autre planète, d'avoir quitté la Terre. Non, on se retrouve à travailler dans un box. L'avenir paraît donc peu réjouissant. Pourtant, des milliardaires continuent de miser sur la navigation spatiale. La privatisation du vol spatial est devenue la norme. Blue Origin est une ramification d'Amazon et Virgin Galactic est une entité du groupe Virgin. Donc, au lieu de développer l'exploration de l'espace, ce qu'on voit, c'est que ces corporations mettent en place des programmes spatiaux dans le seul but d'exploiter les ressources qui s'y trouvent. Elles envoient des gens dans l'espace pour avoir la main mise sur des effectifs formés et pouvoir imposer à terme leur vision entrepreneuriale de ce que doit être l'espace. Taylor est inquiet à l'idée que de grands groupes accaparent la colonisation de Mars. Supposons qu'on établisse une colonie sur Mars. On va l'appeler Muskville, du nom d'Elon Musk. Donc Elon est revenu sur Terre parce qu'il sait qu'il vaut mieux vivre sur une planète où on peut respirer. Mais il continue de diriger ses employés restés à Muskville. Disons qu'il travaille dans des mines de métaux rares ou l'extraction de ressources qui valent très cher. Et imaginons maintenant que ces employés commencent à en avoir assez de travailler par tranche de 12 heures. Le problème qu'on va avoir dans ce cas, avec la gestion privée, c'est que la colonie est au pouvoir d'un seul homme. Qu'est-ce qui empêche Papa Elon de leur couper l'oxygène, de leur restreindre l'approvisionnement en nourriture ou en eau? Si je suis très cynique sur le sujet, et si je parle d'un cas concret lié au travail, c'est qu'on voit déjà des procédés de ce type aujourd'hui. Par exemple, dans les centres de distribution d'Amazon. Ce sont les mêmes procédés qui servent à réprimer les revendications justifiées des travailleurs. La différence, c'est qu'ici, sur Terre, ils peuvent toujours rentrer chez eux. Sur Mars, évidemment, ils seront coincés. Et il suffit de pousser un peu l'idée pour qu'Elon Musk fasse de son paradis du libre-échange un régime féodal qui repose sur le servage. Du point de vue astronomique, Mars est tout proche.
Mais pour l'atteindre et s'y établir, il faut relever une avalanche de défis. Alors peut-être vaut-il mieux se tourner vers une planète plus accueillante, en dehors de notre système solaire? Quand on regarde le ciel, la nuit, on voit d'innombrables étoiles. L'une d'elles aurait-elle des satellites qui ressemblent à notre Terre? On cherche des planètes qui ont la taille de la Terre, des planètes qui pourraient être rocheuses, avec des océans. Il faut qu'elles présentent la bonne température, qu'elles ne soient ni trop chaudes ni trop froides. On parle souvent d'une planète boucle d'or, par analogie avec le conte de fées et la soupe ni trop chaude ni trop froide de la petite fille. Il est très important que l'eau s'y trouve sous forme liquide, parce que l'eau liquide est l'un des environnements les plus propices à la chimie de la vie. Ensuite, il y a l'atmosphère. Il faut savoir si l'atmosphère de la planète est susceptible de contenir de l'oxygène ou un mélange de différents gaz atmosphériques qui rendraient la vie possible. Jusqu'à la fin du XXe siècle, on connaissait très peu de planètes en dehors de notre système solaire. Et personne ne pouvait dire si elle ressemblait à la Terre. Puis, tout à coup, tout a changé. La mission Kepler a permis de faire un pas de géant dans la découverte de nouvelles planètes extrasolaires. Elle a été lancée en 2009. Et j'ai eu le grand privilège de faire partie de l'équipe scientifique. Je l'ai intégrée juste avant le lancement et j'ai donc pu assister au décollage. J'ai vécu cette expérience angoissante de voir son avenir professionnel placé sur une fusée pour être expédié dans l'espace. Liftoff of the Delta II rocket with Kepler on a search for planets in some way like our own. La mission Kepler a ouvert la voie à des découvertes astronomiques majeures. Le télescope spatial a permis de scruter les profondeurs de l'espace avec une puissance inégalée. Grâce à lui, on a pu se mettre en quête de mondes très éloignés. Kepler a ouvert les yeux. Et tout à coup, on s'est mis à découvrir des planètes encore et encore. On connaît aujourd'hui des milliers de planètes dont on ignorait l'existence. Et leur présence signifie qu'il en existe des milliards d'autres. Kepler a fondamentalement changé la donne. Il nous a ouvert l'univers. Kepler a trouvé un grand nombre d'exoplanètes et beaucoup d'entre elles nous ont paru étrangement familières. Avant, personne ne pouvait dire s'il existait d'autres planètes potentiellement semblables à la Terre. Désormais, il s'avère que c'est sans doute le type de planète le plus répandu dans l'univers. On ne sait toujours pas si elle ressemble assez à la Terre pour qu'on puisse y vivre, s'y promener, profiter du soleil et de la brise, les cheveux au vent. Mais ça veut dire qu'il existe énormément de mondes qui pourraient abriter la vie. On a même découvert des exoplanètes dans le système stellaire le plus proche du nôtre, Alpha du Centaure. L'une d'entre elles, Proxima Centauri b, n'est qu'à 4,2 années-lumière de la Terre. Une voisine à l'échelle galactique. Mais quand bien même cette exoplanète serait habitable, il faudrait 5000 ans pour l'atteindre.
Le voyage interstellaire se heurte à un défi majeur, les distances prodigieuses qu'il faut parcourir. On n'a pas de solution pour atteindre ces destinations à l'échelle d'une vie humaine. Même les systèmes planétaires les plus proches sont trop éloignés. D'où cette idée de ce qu'on appelle le vaisseau générationnel. C'est une arche spatiale où plusieurs générations se succèdent au cours du voyage. Et ce sont les descendants des personnes présentes au départ qui atteindront le système planétaire. Pour mener à bien une telle mission, il faudrait que plusieurs générations passent toute leur vie dans ce vaisseau. À moins que la science ne trouve une autre solution. Dans les films de science-fiction, les astronautes sont congelés, puis décongelés une fois arrivés à destination. De grandes institutions scientifiques prennent cette idée très au sérieux. À Cologne, au laboratoire médical du Centre européen des astronautes, Adrianos Golemis explore différents concepts pour les vols intergalactiques. Est-ce que ce ne serait pas formidable d'exploiter les principes de l'hibernation pour que l'humanité s'aventure plus loin dans le cosmos? C'est quelque chose qu'on observe dans le royaume animal et on a beaucoup de choses à apprendre de la nature dans ce domaine. Ce qu'on sait, c'est que lorsque les animaux hibernent, ils utilisent moins d'énergie. Ils peuvent survivre longtemps en consommant très peu d'énergie. C'est l'idéal pour les vols spatiaux. Lors d'un voyage au très long cours, si on est en état d'hibernation, on a besoin de moins de nourriture. L'appareil dans lequel je me trouve maintenant repose sur le concept de calorimétrie indirecte. Qu'est-ce que ça veut dire? La calorimétrie mesure la quantité d'énergie dont mon corps a besoin au quotidien. Et elle est indirecte parce qu'on la mesure à l'air que j'inspire et que j'expire, d'où cette sorte de cocon dans lequel je me trouve. À l'avenir, on pourra utiliser ce concept pour calculer la quantité d'énergie dont le corps a besoin en hibernation. On sait que ce sera inférieur à ce qu'il nous faut dans la vie courante, mais chaque personne est différente. Donc, il faut calculer précisément la quantité d'énergie dont j'ai besoin pour aller dans l'espace en état d'hibernation, une quantité qui sera différente de celle dont vous avez besoin, par exemple. Que peuvent ressentir des voyageurs inanimés, comme Blanche-Neige dans ce cercueil vitré? En gros, on est plongé dans un état de sommeil profond. Mais tout ce qu'on sait à ce sujet provient de la recherche sur les animaux et des personnes qui subissent une opération chirurgicale majeure. Je ne sais pas si on fera des rêves. Ça, il faudra le demander aux futurs astronautes. Des voyageurs de l'espace placés en léthargie, l'idée semble tout droit sortie d'un film hollywoodien. Pourtant, le concept est déjà l'objet d'expérimentations très sérieuses dans un tout autre domaine que celui de la recherche spatiale. Au centre médical du Maryland, des chirurgiens ont conçu un traitement révolutionnaire pour soigner de graves blessures par balle. Multiple gunshot wounds, penetrating injuries to the right shoulder region, and 2 penetrating injuries to the lower abdomen. Can we please order a massive transfusion? Les blessés graves n'ont que 7% de chances de survie, car les médecins ont trop peu de temps pour les soigner. There's no pressure and there's fluid in the abdomen. I think he's in hemorrhagic. Oh, he's arrested. Les médecins cherchent des solutions. Ils pourraient gagner 40 minutes en ralentissant au maximum le métabolisme des victimes. Baisser drastiquement la température du corps permettrait d'éviter des dommages irréversibles.
Ce qui est exceptionnel ici, c'est qu'on préserve non seulement des organes ciblés, mais le corps tout entier, avec le cerveau, le foie, le cœur, les poumons et tous les organes vitaux, y compris les intestins. On va descendre à 20 degrés. On remplace le sang humain par une solution salée à 20 degrés. La température corporelle descend en quelques minutes. Cet état pourrait être la clé des voyages dans l'espace. Ici, on travaille sur la base, les fondamentaux. Pour moi, abaisser la température corporelle sera nécessaire pour l'interruption prolongée des fonctions vitales ou pour des voyages au long cours. Si on peut réduire la demande du corps en oxygène, en nourriture, en énergie, alors on pourra aller plus loin dans l'espace, par exemple. Le refroidissement du corps ne sera peut-être pas à lui seul la solution définitive, mais il sera certainement un élément important du dispositif. Au cours de missions spatiales interstellaires, il faudrait maintenir cet état de léthargie pendant des mois, voire des années, ce qui pose un autre problème. Il y a un phénomène d'accumulation du potassium et de l'acide. Pour régler ce problème, il faut un processus capable de supprimer le potassium et de neutraliser l'acide. Au cours de vols de longue durée dans l'espace, il faudrait évacuer les déchets acides qui s'accumulent dans le corps des sujets cryogénisés. Dans l'état actuel de nos connaissances, c'est impossible. Et même si on parvenait à maintenir des êtres humains dans un état de léthargie, ce ne serait qu'une partie de la solution. Car il faudrait des gens pour veiller sur le vaisseau spatial et les sujets endormis. Pour une mission de plusieurs siècles, l'équipage devrait se renouveler et donc faire des enfants. Procréer dans l'espace est un défi, car le choix d'un partenaire est très réduit. Dans le Colorado, quelqu'un s'intéresse à la reproduction humaine dans l'espace. Simon Dubé est sexologue spatial. Il s'inquiète de la consanguinité interstellaire. S'il n'y a pas suffisamment de personnes à bord des vaisseaux spatiaux et dans les colonies, les individus devront se reproduire avec des personnes dont l'ADN est très proche du leur, ce qui augmente le risque de maladies génétiques et de malformations congénitales. Dans le contexte de vols spatiaux générationnels, il faut trouver le moyen d'introduire de la diversité génétique dans notre échantillon humain. Le patrimoine génétique doit constamment être renouvelé, sous peine d'aboutir, au terme d'un voyage de 5000 ans, à un équipage de mutants dégénérés. Mais combien faut-il de personnes pour préserver une diversité génétique ? Certains chercheurs estiment qu'il faudrait environ 40 000 personnes, et d'autres moins de 100. En général, les hypothèses qui prônent un équipage réduit s'appuient sur le fait que dans ce contexte, on peut avoir recours à la technologie génétique. On emportera une réserve d'ovules fécondés qui seront utilisés au fil du temps et fourniront la diversité génétique requise dans les colonies ou à bord des vaisseaux spatiaux.
Mais la consanguinité n'est pas le seul obstacle à la reproduction dans l'espace. L'espace pose toutes sortes de défis à la sexualité humaine, y compris pour ce qui est de l'acte physique de l'accouplement. L'un de ces défis, c'est l'absence de pesanteur. En apesanteur ou en micro-pesanteur, il est difficile aux partenaires de se rapprocher, parce qu'un geste trop brusque, voire un simple contact, peut suffire à projeter l'autre à distance. Ça veut dire qu'il faut inventer des dispositifs, des vêtements ou des solutions techniques pour que les personnes puissent rester en contact et avoir une relation sexuelle. Ce petit détail ne refroidit pas Simon. Il estime que faire l'amour dans l'espace a beaucoup de bons côtés. Imaginez ce que pourrait être la sexualité humaine en apesanteur. On flotterait dans l'espace, affranchi de la gravité, et on pourrait avoir des relations avec un ou plusieurs partenaires en apesanteur totale. Quel serait l'impact de cet environnement sur notre comportement sexuel, sur nos préférences et nos fantasmes? Je crois que ce contexte spatial changerait tout ce que nous connaissons et il ouvrirait de nouveaux horizons à la sexualité humaine. C'est une lueur d'espoir. Reste que le corps humain est trop faible pour vivre loin de la Terre. Les scientifiques doivent trouver des solutions pour le préserver lors des voyages générationnels. À New York, on travaille à résoudre ce problème. Nous rencontrons Christopher Mason, généticien de la NASA dans son laboratoire du Weill Cornell Medical College. Il mesure parfaitement l'ampleur de la tâche. Le corps humain n'est pas fait pour l'espace, pour survivre à ces environnements extrêmement difficiles. Pluie d'acide sulfurique, pesanteur écrasante, radiation. Tout ça peut tuer un être humain en moins d'une journée. On voit ces lieux complètement impropres à la vie humaine au sein de notre système solaire. Il faut trouver le moyen de surmonter tout ça. Chaque astronaute qui est allé dans l'espace a fait l'objet de mesures protectrices, physiques et médicales, pour rester actif et en bonne santé. Mais aujourd'hui, pour les protéger, on se tourne vers la génétique, vers des modifications cellulaires. Au lieu d'avoir des défenses à l'extérieur du corps, on pourrait activer des défenses déjà présentes dans le corps, et même en ajouter de nouvelles. Il y a quelques années encore, le décodage du génome humain relevait de la science-fiction. Aujourd'hui, des généticiens travaillent à modifier l'être humain pour lui permettre d'aller jusqu'aux étoiles. Le grand problème, c'est le rayonnement cosmique. Le grand danger de la radiation, c'est qu'elle endommage l'ADN et les protéines, et qu'elle tue les cellules. Donc on va prélever les protéines, l'ADN d'animaux comme les tardigrades. On va prendre ces fragments de code génétique qui procurent une protection supplémentaire pour les copier, les cloner et les introduire dans les cellules humaines. Christopher Mason s'est spécialisé dans l'étude génétique de ces drôles de micro-organismes, les tardigrades. Les tardigrades, ce sont de minuscules organismes qui ressemblent à des petits oursons d'eau. C'est une espèce qu'on trouve dans le sol et différentes surfaces un peu partout sur la Terre. Ces êtres multicellulaires peuvent vivre pratiquement partout. Ils sont capables de résister à de fortes radiations, au vide de l'espace. Ils peuvent revenir à la vie si on les réhydrate. Ils survivent à la sécheresse. Ce sont vraiment des créatures extraordinaires. On va aller jeter un coup d'œil sur nos cultures, voir comment vont les cellules de tardigrades et les cellules humaines. Craig doit être là. Salut Craig. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça va, on est en train de les retourner. Les cellules cultivées dans cette solution nutritive appartiennent à un tout nouveau genre, une créature artificielle, mélange de tardigrades et d'êtres humains.
Nous avons fabriqué des cellules humaines qui ont intégré les leçons apprises du tardigrade dans leur ADN. Leur résistance aux radiations a augmenté de 80%. Les cellules humaines qui portent le gène des tardigrades, résistantes au rayonnement, brillent sous le microscope. Christopher Mason est satisfait. L'expérience est concluante et ouvre la porte à des manipulations génétiques encore plus audacieuses. Un autre défi, c'est la quasi-absence de lumière au cours des vols spatiaux longs et des réserves de nourriture très limitées. Alors on peut imaginer capter chaque photon pour en faire de la nourriture. Et si on pouvait mettre de la chlorophylle dans les cellules humaines, on deviendrait des sortes de chloro-humains, des humains végétaux. Pour manger, il suffirait de s'étendre au soleil pour absorber les nutriments et retourner à l'ombre quand on serait rassasié. Sur Terre ou dans l'espace proche, il faudrait une peau qui fasse en gros l'équivalent de 2 courts de tennis pour accumuler assez de lumière et donc de nourriture pour la journée. On pourrait dérouler cette peau pour absorber la lumière, puis la réenrouler comme une sorte de panneau solaire portatif. Sauf que ce serait notre peau. Le super-homme galactique ne connaît pas de limite. Il respirera de l'hélium et plongera dans la nébuleuse du boomerang. Si jamais il voit le jour. Notre laboratoire a élaboré un programme sur 5 siècles pour réaliser ce rêve de voir les humains survivre sous un nouveau soleil. Je ne verrai qu'une petite partie de ce plan, mais nous avons établi ce qui peut et devrait se produire. Ces 10 dernières années, on a accumulé énormément de connaissances en génétique. C'était la phase 1. Au cours des 20 prochaines années, on va exploiter ces connaissances pour manipuler les cellules, pour créer des génomes qui intègrent la capacité de survie d'autres créatures dans des environnements extrêmes. Et en phase 10, dans 500 ans, ce sera le lancement. On aura acquis une connaissance suffisante de la génétique pour protéger les astronautes. Et comme on aura aussi découvert des exoplanètes éligibles, on saura où les envoyer. Mais si l'être humain génétiquement modifié doit un jour conquérir de nouvelles galaxies, il ne suffira pas que son corps soit prêt. Son esprit devra l'être aussi. Et cela pourrait s'avérer encore plus difficile. Comment ne pas devenir fou à vivre enfermé dans un vaisseau spatial en route vers l'inconnu, génération après génération ? Taylor Genovese est persuadé qu'on se sauterait à la gorge avant d'avoir fait la moitié du chemin. Le poids du quotidien. Tous ceux qui ont fait l'expérience d'une cohabitation le savent. La plus petite contrariété peut dégénérer en querelle d'anthologie. Une fourchette qu'on fait malencontreusement teinter dans l'assiette peut finir en dispute. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'isoler. On ne peut pas se mettre à l'écart pour se calmer, parce qu'on est en permanence les uns sur les autres. Les stations de l'Antarctique sont très instructives de ce point de vue. Elles permettent de voir comment on réagit quand on est placé dans un environnement hostile. Il y a quelques années, par exemple, il y a eu un problème dans la station russe. Un membre de l'équipe racontait à un autre la fin des livres de la bibliothèque. Il se faisait un malin plaisir à lui dévoiler la suite de l'intrigue, à tel point que l'autre membre de l'équipe a fini par craquer. Il est allé prendre un couteau de boucher dans la cuisine et il a poignardé le premier. Alors bien sûr, il a fallu les évacuer. Mais dans l'espace, on ne pourra pas exfiltrer les gens. Les conséquences peuvent même être bien pires dans l'espace. Une personne folle de colère peut s'aviser d'ouvrir un sas ou de percer un trou dans la paroi du vaisseau et tuer tout le monde. Donc il faut s'attendre à des problèmes et des conflits entre les membres d'équipage. Et comment fera-t-on pour les gérer? Pour l'instant, le sujet n'est pas abordé.
La santé psychique dans l'espace semble taboue. Pourtant, elle a déjà fait l'objet de recherches par le passé. Dans le New Jersey, nous rencontrons le cobaye d'une expérience d'isolement menée à Moscou dans les années 1990. La Canadienne Judith Lapierre, professeure de soins infirmiers, brise le silence au sujet d'une expérience qui a provoqué un scandale international. J'étais très enthousiaste à l'idée de passer plusieurs mois à Moscou, de découvrir la culture russe tout en faisant partie d'un projet important. À l'époque, c'était la plus longue expérience en confinement jamais entreprise avec une équipe internationale et surtout une équipe mixte. J'étais très fière. Pour moi, c'était un rêve qui devenait réalité. Pour cette expérience, Judith va devoir rester enfermée 110 jours dans un caisson en fer. Elle devra y cohabiter sous surveillance permanente avec une poignée de collègues masculins. Elle se sent alors bien préparée pour cette aventure. I'm the woman taking part in this crew, so we are training now for the starting of the experiment. I did a PhD in social medicine, so I'm looking at in this study at human behavior and social relationships. I would have loved, of course, there will be more women because I think it would be great for me as support also, and real life is involving both genders, so there should be more, but unfortunately there's only one so far. Le 4 décembre 1999, elle entre dans le caisson avec une équipe internationale pour y rejoindre les Russes. On est entré en file indienne dans le caisson et on a fermé les coutilles derrière nous pour entamer notre mission de 110 jours. On disposait chacun d'une petite pièce. On a tous organisé notre espace. Et le lendemain, on a commencé le programme. Il était extrêmement chargé, avec une bonne centaine d'expériences à mener. Les journées commençaient à 8 heures et se terminaient à 22 heures. Judith s'installe dans ce nouvel environnement, ravie à l'idée de travailler avec ses nouveaux collègues. Dans la salle de contrôle, les observateurs scrutent le comportement de l'équipage. Personne n'imagine alors que l'expérience va complètement dérailler. L'ambiance et la dynamique qui régnaient dans le caisson ont changé le soir du Nouvel An 2000. On a organisé une petite fête, bien sûr. La soirée a commencé par un dîner commun. Un peu après minuit, une dispute a éclaté entre des membres russes de l'équipe. Une altercation très violente, très agressive. Et une personne a été gravement blessée. Il y avait du sang sur les murs de la cuisine qui était commune. C'était très déstabilisant pour notre équipe internationale. Il y avait un blessé et on allait avoir constamment sous les yeux les traces de la bagarre. Elles allaient nous rappeler cet épisode tous les jours jusqu'à la fin de la mission. Judith espère que la salle de contrôle va intervenir, mais personne ne vient. Et la soirée n'est pas terminée. Après cet incident, on ne pouvait pas dormir. Alors on est resté dans le salon. Puis le collègue russe s'est mis à plaisanter au sujet d'une expérience qu'il voulait faire et qui me concernait. Il avait arrêté de fumer et il était curieux de voir ce que ça changeait quand il embrassait quelqu'un. Il s'adressait à moi comme ça, devant tous les autres. J'ai dit, pas question, je ne veux pas être ton cobaye, qu'est-ce qui te prend ? Il m'a soulevée de ma chaise. Je me suis rassise et il m'a relevée à nouveau.
J'ai regardé mes amis et mon chef comme pour dire « Mais qu'est-ce qu'il fabrique ?» Et là, il m'a entraîné vers la cuisine. Il s'était mis en tête de m'embrasser de force. Je l'ai repoussé, il a recommencé et je l'ai repoussé encore. Je suis sortie de la cuisine pour revenir avec mes collègues. J'étais secouée. La soirée prenait un tour extrêmement étrange et ça me paraissait incroyable. Le lendemain, on a écrit à la direction de la mission et à nos agences spatiales respectives. Il leur a fallu 4 ou 5 jours pour réagir. Ils nous ont fait passer un papier par les écoutilles. Il était écrit « Vous pouvez signer ce document ou bien sortir, vous êtes libre de partir ». Donc pour rester, il fallait signer. Et moi, forcément, je voulais continuer la mission, je ne voulais pas abandonner. Donc je suis restée. Le document explique qu'il s'agit d'un simple malentendu. Judith le signe. Ce n'était pas exact. Il voulait coucher avec moi. Il m'avait embrassée 2 fois de force et je l'avais repoussé. Mais dans la lettre, cette agression n'était pas reconnue comme telle. On avait minimisé l'épisode qui devenait un malentendu d'ordre culturel. On disait que je n'étais pas assez ouverte à la diversité des cultures. Cette mission a eu de graves conséquences sur ma carrière. C'était le tout début de mon projet de recherche avec l'agence spatiale, mes débuts dans le domaine auquel je me destinais. Mais j'ai été complètement mise sur la touche. Après ça, je n'ai plus jamais pu participer à des recherches dans le domaine spatial. L'expérience vécue par Judith Lapierre le prouve. Une mission de plusieurs siècles à bord d'un vaisseau spatial peut se terminer dans la violence, voire le meurtre. Si un voyage vers des exoplanètes doit jamais réussir, il ne devra pas dépasser la durée d'une vie humaine. Mais sommes-nous capables de construire un vaisseau spatial assez rapide? Nous retournons dans l'Idaho, auprès de Marshall Savage, le futurologue. Il a une idée pour accélérer la vitesse d'un vaisseau spatial. Einstein nous a enseigné que l'énergie et la matière sont interchangeables, qu'une très petite quantité de matière correspond à une énorme quantité d'énergie. La seule façon viable de convertir l'une en l'autre, de tirer toute l'énergie possible d'un morceau de matière, c'est d'avoir de l'antimatière. Parce que lorsque la matière et l'antimatière se rencontrent, elles s'annihilent et se transforment en énergie pure. Donc, si on peut fabriquer et stocker suffisamment d'antimatière, on peut mettre en place un mode de propulsion à l'échelle de celui des photons. Au lieu d'avoir des moteurs fusées à propulsion chimique, avec des particules en fusion, ce sont des photons qui sortent de la fusée à la vitesse de la lumière. La propulsion à l'antimatière permettrait d'atteindre l'autre bout de la galaxie en un clin d'œil. Aussi incroyable que cela puisse paraître, on sait déjà fabriquer et stocker de l'antimatière. Au CERN, à Genève, Michael Dozer capture de l'antimatière avec un accélérateur de particules.
En fait, c'est assez facile de fabriquer de l'antimatière et de s'en servir. Il suffit d'avoir un synchrotron à protons, dans lequel on accélère des particules pour les monter à de très hautes énergies, puis de précipiter ces particules dans un bloc d'iridium. Et si on a beaucoup de chance, 1 sur 1 million, on obtient un couple proton-antiproton. Ces antiprotons se déplacent pratiquement à la vitesse de la lumière. Ils s'écrasent sur ce bâtiment, puis sont ralentis dans les structures qu'on voit ici. Il y a de grands décélérateurs qui entourent le bâtiment sous les blocs de béton. Ensuite, les antiprotons descendent dans ce petit anneau. C'est l'étape finale. Ils sont ralentis jusqu'à présenter une énergie assez basse pour qu'on puisse les attraper. Comme nous le dit avec humour Michael Dozer, il est facile de produire de l'antimatière quand on travaille au CERN, le plus grand établissement de recherche nucléaire au monde. Le centre accueille des scientifiques venus de 85 pays et il consomme plus d'énergie par an que 300 000 foyers. Le CERN possède aussi une immense collection de machines ultra perfectionnées. Mais en matière de physique des particules, la technologie la plus extraordinaire semble parfois bien primitive. Voici notre arme fatale pour l'antimatière. Nous avons ici ce qu'on appelle un piège à antimatière. On l'utilisait il y a 10 ou 15 ans. Ce dispositif permet de retenir l'antimatière et de l'empêcher de toucher la matière. Parce que, bien sûr, quand l'antimatière et la matière entrent en contact, elles s'annihilent. Donc il faut maintenir l'antimatière dans le vide et ne la toucher qu'avec des champs électriques et magnétiques. Malheureusement, fabriquer de l'antimatière requiert une quantité d'énergie phénoménale. Il faut plus de 120 milliards de watts pour en produire. Et la quantité d'énergie ainsi obtenue est dérisoire. La totalité de l'antimatière jamais produite au CERN ne permet même pas d'éclairer une ampoule. Michael Dozer ne travaille qu'avec d'infimes quantités d'antimatière. Et il y a un autre problème. Sa production requiert énormément de temps. Au CERN, si l'accélérateur pouvait nous donner des antiprotons chaque seconde et qu'on pouvait les refroidir à cette vitesse, on aboutirait à quelque chose de l'ordre du 10e de nanogramme par an. Donc, pour obtenir 1 gramme d'antimatière, il faudrait 10 milliards d'années, ce qui est incidemment l'âge de l'univers. Donc, si on avait commencé à récolter des antiprotons au commencement de l'univers, au moment du Big Bang, on aurait aujourd'hui 1 gramme d'antimatière. Et si on pouvait améliorer ce laborieux processus de production, pourrait-on obtenir suffisamment de carburant pour nous transporter dans le système solaire le plus proche ? Pour atteindre Alpha du Centaure, ma référence, c'est Star Trek. Dans l'Enterprise, il y a un énorme noyau de distorsion qui fonctionne à l'antimatière. Il contient 2 tonnes d'antimatière. Nous, on va être un peu économe et dire qu'on se contentera de quelques kilogrammes. Sauf que pour les produire là, il ne nous faudrait plus 10 milliards d'années, mais 1000 ou 10 000 fois plus, ce qui est probablement plus long que la durée de vie de l'univers lui-même. Voilà le temps nécessaire dans les conditions technologiques actuelles pour fabriquer assez d'antimatière pour atteindre Alpha du Centaure. Ce serait plus rapide d'y aller à pied. Les voyages interstellaires sont et resteront de la science-fiction. À moins de bénéficier d'une aide extraterrestre. S'il existe, en dehors de notre système, des êtres très avancés sur le plan technologique, on pourra peut-être faire de l'autostop. Tout
Tous ceux qui rêvent de s'envoler à bord d'un ovni peuvent venir ici, dans cette colonie extraterrestre installée sur Terre. Nous sommes dans la vallée de l'Aurore au Brésil. Ses habitants sont convaincus d'être les descendants d'extraterrestres venus de la planète Capella. Notre planète Terre est gouvernée par une planète appelée Capella. Cette communication interplanétaire a commencé il y a 32 000 ans, lorsque ces premiers extraterrestres sont arrivés sur notre planète et ont entrepris de la coloniser. Ils ont apporté une connaissance scientifique très poussée des atomes, des molécules, et ont commencé à transformer toute la géographie de la Terre. Ce qu'on sait de ces extraterrestres nous vient de cette femme, Tia Neiva. Elle s'appelait au départ Neiva Zelaya. Elle était conductrice de poids lourds et mère célibataire de 4 enfants. Après sa mort en 1984, ses adeptes ont préservé sa maison telle qu'elle l'avait laissée. Même les toilettes sont un lieu de vénération. Sur ces photos, on peut voir comment elle captait l'énergie cosmique. Les rayons provenaient de l'invisible vaisseau amiral extraterrestre stationné au-dessus de la vallée. Les êtres qui viennent ici ne sont pas de simples observateurs. Ils apportent des énergies lumineuses, des énergies fluidiques, qui contribuent à l'harmonie de notre planète et par conséquent au nettoyage des énergies existantes ici. Les adeptes de Tia Neiva continuent à recevoir ce rayonnement bénéfique prodigué par des extraterrestres bienveillants. Cette énergie pourrait-elle nous emporter vers des galaxies lointaines? Tout d'abord, je ne crois pas que notre constitution moléculaire puisse supporter ce voyage d'ici à une autre planète. Parce que notre corps est programmé uniquement pour vivre et se déplacer sur cette planète. Notre composition moléculaire ne nous permet pas de peupler d'autres mondes. Les extraterrestres de la vallée ont fini par devenir des terriens. Leurs corps se sont adaptés à notre monde et ils ne pourront pas retourner sur leur planète. La façon dont ils captent l'énergie depuis l'espace reste un mystère. C'est un peu comme entrevoir, l'espace d'un instant, une galaxie lointaine. Nous quittons la vallée de l'Aurore avec une certitude, ces extraterrestres ne pourront jamais nous embarquer dans leur vaisseau spatial. À l'issue de cette aventure, une autre certitude se fait jour. Les êtres humains ne sont pas faits pour ravager les planètes l'une après l'autre comme des sauterelles. Mais faut-il s'en attrister ?
Depuis son séjour dans l'espace, Mike Foale porte un regard neuf sur notre Terre. J'ai toujours aimé l'astronomie, l'idée des voyages galactiques, de voir d'autres planètes, d'autres étoiles. Mais dans l'espace, ce qui attirait le plus mon regard, c'était la Terre. Elle change en permanence. La lumière n'est jamais la même, les saisons se succèdent et elles sont différentes partout. C'est tellement fascinant, c'est absolument captivant. Quand on passe au-dessus de la pointe de l'Amérique du Sud, la lumière est très rasante. Donc tout est d'un bleu sombre, profond, presque mystérieux. On a l'impression qu'il fait froid, et c'est le cas d'ailleurs. Puis on remarque autre chose, des vagues. Et on se dit, on peut voir des vagues de si loin? Non, ce n'est pas possible. Et pourtant, si, ce sont des vagues, la houle de l'Atlantique Sud qui fait le tour de la planète à cette latitude. Et les vagues sont tellement énormes qu'on voit l'accumulation de l'écume depuis l'orbite terrestre, à des centaines de kilomètres d'altitude. Je connais la valeur de la Terre, de cet environnement, et j'ai besoin de porter ce message aujourd'hui, parce qu'on est d'autant plus conscient de sa valeur quand on est allé dans l'espace. Retour à Mauna Kea, à Hawaï, où d'infatigables astronomes recherchent des mondes habitables. Au pied du Mauna Kea, les autochtones hawaïens ont une toute autre vision de l'être humain et de sa place dans l'univers. La roche noire du Mauna Kea est le point de rencontre entre les dernières avancées scientifiques et les représentations ancestrales des autochtones. L'Anakila Mengawu rend hommage au Mauna Kea. Pour lui, le volcan est une montagne sacrée que les hommes n'ont pas le droit de profaner. L'astronome Lucian Walkowicz est descendu de l'observatoire pour découvrir les croyances hawaïennes. L'Anakila a accepté de lui montrer comment on honore le Mauna Kea. La cosmologie hawaïenne s'incarne dans les chants et la danse. Chaque pas a une signification. Ici, sur la montagne, la présence humaine est trop importante. Elle dérange les cycles naturels de l'hydrologie, de la neige et la glace, qui ont besoin de s'infiltrer et de se déplacer. Il faut laisser les forces de la nature faire leur œuvre. C'est le sens de cette danse très simple, la hula. Les danseurs se reculent en tapant très légèrement de leurs doigts et de leurs pieds. Et ce mouvement de retrait montre qu'il faut quitter cet endroit, en laissant aussi peu de traces que possible, voire aucune, pas même des traces de pas. Pour l'Anakila, nous sommes une partie de la création, mais nous refusons de le voir. Quand on se détache de cette conception, quand on se croit extérieur ou pire supérieur à la nature,
Voilà ce que ça donne. Ce n'est pas l'écosystème originel de ce pays. Voilà l'impact de la présence humaine. La forêt originelle qui couvrait la montagne a disparu. Et quand vous entendez des gens dire « maintenant qu'on a exploité la Terre, on va aller sur d'autres planètes, des planètes qui tournent autour d'autres étoiles ou sur Mars », qu'est-ce que ça vous inspire? C'est assez effrayant d'imaginer des gens partir en mission pour perpétuer ce processus d'extraction sur d'autres planètes. Pour moi, c'est une voie sans issue. Il y a tellement de choses à apprendre ici. En fait, j'en viens à penser qu'il faut protéger de l'humanité le reste de l'univers. Lucian Walkowitz réfléchit depuis longtemps à toutes ces questions. Ce qui me dérange dans l'idée qu'Elon Musk ou Jeff Bezos se font de la colonisation spatiale, c'est qu'il s'agit justement d'une volonté de coloniser de nouveaux territoires, d'aller voir ailleurs pour extraire et exploiter les ressources disponibles. On projette dans l'espace le même type de colonisation que beaucoup d'êtres humains ont vécu ici sur Terre. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à des phénomènes qui menacent notre existence, comme le changement climatique qui crée un monde moins habitable, moins propice à notre espèce. On ne peut pas se permettre de traiter notre planète comme si on pouvait l'épuiser, dévorer tout ce qui s'y trouve et la jeter. La Terre est notre seule maison. Quand je regarde ce monde, je vois une vie d'une incroyable plénitude, d'une richesse et d'une luxuriance qui n'existent à notre connaissance sur aucune autre planète. Et même si on trouvait une planète qui pourrait potentiellement ressembler à la nôtre, on n'aurait aucun moyen de s'en assurer. Il serait impossible que des êtres humains l'atteignent de leur vivant. Et pourquoi faire, quand ici on a un paradis? Penser à notre planète, c'est une leçon d'humilité. Et pourtant, c'est mon métier de réfléchir à d'autres mondes. Je sais que je peux nager dans l'océan, boire l'eau des sources, m'asseoir dehors et sentir le soleil sur mon visage. Et je sais que non seulement il ne me fait pas de mal, mais qu'en plus il me donne vie. Il me nourrit, comme toutes les personnes que je connais, comme tous les êtres humains qui ont jamais peuplé cette terre.